Du coup, maintenant, à quelle fréquence, par exemple, tu filmes tes cours ou une séquence dans tes cours? Parce que j'imagine que c'est pas l'ensemble du cours, tu prends des petites séquences, comment tu les Mmh. choisis? Ça, en fait, ça a énormément varié. Ça pouvait être 3 fois, 4 fois dans la semaine. Et puis, à un moment donné, plus rien. Plus rien parce qu'à un moment, j'ai douté aussi. J'ai voulu arrêter en me disant, bah, écoute, Cassandre, vaut mieux stopper. J'ai l'impression que tu n'envoies pas les bons signaux, même auprès des élèves, auprès des parents. Donc, ouais, j'ai vachement hésité. Et puis, j'ai repris, on va dire, réellement au mois de mai 2025. Et là, on va dire, ouais, c'est peut-être 2 fois par semaine. Bon, là, il y a eu les vacances aussi. Hein. Il y a eu les vacances et 2 mois de vacances. Mais on va dire, ouais, 2 fois par semaine, à peu près. Ok. Que je filme avec mes élèves ou Ouais. moi, mon contenu. Parce que c'est pas pareil. Ah bah, du coup, explique-nous du coup un peu ton organisation par rapport aux deux. Aux deux, donc c'est 2 fois, quand je te dis 2 fois, je filme, c'est 2 fois, je filme avec mes élèves. Ok. Je vais me dire, par exemple, je suis en tennis de table, je sais que j'ai envie de... Enfin, là, on va parler de cette règle-là. Ah bah, je sais que là, c'est important, je vais filmer. Je vais parler au basket, je sais pas, du tir en course. Je me dis, ah, ça peut être aussi intéressant. Là, je vais filmer. Donc, je vais me dire 2 fois par semaine. Je vais choisir, en fait, les sports que j'ai envie de proposer et donc la classe avec laquelle je vais proposer ça. Et puis, les autres vidéos où moi, je veux faire mon contenu sur... par exemple, là, dernièrement, où j'ai raconté ma plus grosse honte avec mes élèves. Bon, bah, ça, ça peut être le week-end. Je vais tourner 2, 3 vidéos à la suite. Et voilà. Mais du coup, maintenant, est-ce qu'il y a la rançon du succès où les élèves te disent, mais madame, j'ai envie que vous filmiez dans notre cours. Ah, ça, oui. Ah, ça, oui, 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 ça arrive très souvent. Et je leur dis, en fait, moi, ça change rien à mon cours. C'est-à-dire que je suis en escalade, on va apprendre, j'ai n'importe quoi, les 5 temps. Donc, comment assurer. Moi, je vais poser mon téléphone et je vais apprendre les 5 temps comme si mon cours, enfin, mon cours normal, quoi. Comme si mon cours je Se refais. dérouler comme s'il se déroulait. Voilà, En fait, exactement. ça vient pas, tu vas pas faire un cours pour faire une vidéo. Tu vas faire ta vidéo qui va s'intégrer dans le cadre de ton cours. Exactement. Voilà, je pose pas mon téléphone pour faire la vidéo, je fais mon cours et ça va alimenter en fait mes réseaux sociaux. Mais ça ne change rien à mon cours. Voilà. C'est pas je me dis ah là il faut que je dise ça, j'ai envie d'apporter ça, donc je vais dire ça, je vais faire ça. Non pas du tout, ça change rien. Et ça j'ai eu quelques questions auprès des parents, tu vois, parce que les parents ils peuvent se poser des questions et c'est normal. Oui, comment ça se passe quand vous tournez vos vidéos? Je dis ça ne change rien à mon cours. Tout est pareil. Juste je pose mon téléphone et ça dure 5 minutes. Mais je trouve ça intéressant et je trouve ça pertinent parce que ce que ça fait, comme tu fais ta vidéo au service de ton cours, quelque part, il y a toujours comment dire, l'objectif du cours qui va quelque part se retranscrire dans ta vidéo. Parce que si c'est le contraire et que tu dis j'ai envie de faire un cours pour une vidéo, on va dire mais en fait tu nous inventes quelque chose ou alors c'est pas forcément dans le cadre de ce qu'on doit apprendre. Bien Alors que sûr. là finalement c'est toujours au service de ton cours ce que tu vas filmer. Exactement. Et mon métier avant tout, c'est d'être professeur de PS, c'est de faire avancer mes élèves, de les faire progresser. C'est pas de faire des vidéos ou être créateur de contenu. Mais du Voilà. coup, est-ce que tu as, l'impression que ça te fait, toi, une sorte de petit catalogue parce que quelque part, tu as documenté soit des règles, soit des rôles, soit du vocabulaire d'éducation physique et sportive. Est-ce que tu te dis ça peut servir quelque part de petits cours en ligne ou ça peut être voilà, un support différent qui va venir aider en plus les élèves pour ton cours? Bien sûr, ça peut être un support, mais jamais je leur dirais ah, allez voir ma vidéo, vous allez retenir les règles du service réglementaire en tennis de table. Je ne me permettrai pas de faire ça. Ok. Après, certains savent que je suis sur les réseaux sociaux. S'ils veulent le retrouver, ils peuvent. Mais en aucun cas, je leur dirais d'aller voir sur mes réseaux sociaux. Ok. Voilà. Je fais la différence. Mais par contre, si ça peut apporter un plus à des collègues, professeurs de PS, là, oui, il n'y a pas de souci. C'était ça ma prochaine question. Du Ah, coup, c'est est-ce que les élèves qui sont pas forcément dans ta classe, du coup, ils vont regarder ton contenu en se disant quelque part, j'ai un peu l'impression de participer à son cours. ah oui, complètement. Ah oui, 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 complètement. Et puis, je le vois quand je croise des élèves que je n'ai jamais eu en cours. Ils me disent, ah, madame, on vous suit sur TikTok, on vous suit sur Instagram. C'est génial vos vidéos. Donc, je me rends bien compte qu'ils me suivent, alors que je ne les connais pas. Et du coup, parmi tes followers, tu as principalement des Mes élèves. followers. On les appelle comment? Non, non, t'as raison, mes Ouais. followers, ça fait bizarre de dire ça. Mais... Tu as principalement quoi? Les élèves de ton établissement, plus d'autres établissements, des parents. Est-ce que tu vois un peu la composition ou pas?
Oui, je pense que mes élèves, je pense que c'est 10%. Il y en a pas beaucoup, hein, même pas, hein, 10%, je pense même pas. Pas mal de professeurs de PS, je m'en suis rendu compte en faisant un petit sondage. Et j'ai des étudiants aussi en STAPS qui m'envoient. Ah, c'est chouette ça. Ouais, c'est trop chouette. Qui m'envoient des messages en me disant est-ce que tu peux faire une vidéo, par exemple en danse? C'est vrai que j'ai du mal, ça pourrait m'aider. Ça, c'est trop chouette. Et puis, donc des parents aussi, parce que je reçois aussi pas mal de petits messages. Et puis après, c'est des gens qui aiment peut-être le sport, qui sont un peu curieux, qui ont envie de se divertir. Ouais, mais mes élèves, je pense, ouais, même pas, 5%. Ok. Et est-ce que tu as l'impression de dépoussiérer un peu l'image du prof de PS avec ton contenu? Euh, je dirais que oui. Ça, ça apporte de la nouveauté, ça apporte un regard neuf, un nouveau regard. Donc je dirais que oui. Et est-ce que toi, tu te dis que c'est aussi une façon de faire passer certains messages ou alors tu t'en sers pas de cette manière-là? Pas encore. Je m'en sers pas encore comme je le voudrais. Mais j'aimerais bien que ça véhicule en tout cas un message sur le métier de professeur de PS, que c'est un métier où il y a du travail, c'est pas de l'animation, que c'est pas une planque, qu'en fait on peut être aussi fatigué. Parce que dire oui, on a 16 semaines de vacances, on est fatigué. Non, en fait, les 16 semaines de vacances, ça n'existe pas, on travaille pendant les vacances. Donc oui, oui, même les professeurs de PS, on travaille. Donc voilà, c'est plus... ouais, plus Et quel type de commentaires tu vas avoir sur tes vidéos de la part des followers? c'est toujours positif, enfin toujours. 80% du temps, c'est positif. Les gens qui soutiennent, qui disent «Ah, c'est génial, j'aimerais bien vous avoir en tant que prof ou en tant que collègue». Donc, c'est toujours des messages assez sympathiques. Et par contre, je me rappelle d'une vidéo que j'ai postée qui a fait pas mal de vues, où justement, je disais ah, le professeur de PS a 16 semaines de vacances. Et en fait, je demandais de lire la description. Et les gens qui s'arrêtaient juste à 16 semaines de vacances, bien sûr, commentaient en disant qu'on était des gros glandeurs. Et en fait, la description disait qu'il y avait du travail derrière et que les 16 semaines de vacances, ça, c'est faux. Ouais. Voilà. De mettre la lumière sur ça et de prendre un peu le contre-pied, ça sert aussi à ça, quelque part un peu les réseaux. Et est-ce que tu t'es dit que ce serait intéressant, par exemple, de faire des collaborations avec d'autres professeurs dans d'autres matières, peut-être? Ou est-ce que tu as trouvé des profils où tu te dis, bah, en fait, j'aimerais bien travailler avec cette personne? Pas dans d'autres matières. En tout cas, pas à ce jour. J'ai pas trop de collaboration. Et puis, pour l'instant, ça m'appelle pas. Mais en tout cas, en EPS, oui. Il y a Eddie sur TikTok qui adore la danse. Et, on est tous les deux passionnés. Donc, on a déjà travaillé ensemble et c'était plutôt cool. Donc, c'était hyper sympa. Il y a, j'espère que je vais bien prononcer, Prof City, je crois que c'est. Lui, il fait des vidéos, en fait. Donc, il est professeur de PS, mais il a un cours sur le développement personnel, le bien-être à l'école. Et ça, je trouve ça génial. Si un jour je peux travailler avec lui, ça serait génial, si tu entends ça. Il y a un autre collègue sur TikTok aussi, j'ai oublié son nom, qui fait aussi des vidéos un petit peu sur les règles, sur les exercices même qu'on peut proposer. Mhm. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si un jour je peux travailler avec eux, ça serait cool, mais je ne me suis pas posé encore réellement la question et comment le faire, à quel moment. Là, ce n'est pas encore un de mes objectifs. Ok. Et du coup, je pense que c'est le moment de nous expliquer ton surnom de prof que tu as choisi pour les réseaux. Prof EPS Roro. Oui, alors prof de PS pour bien qu'on puisse situer dans quelle matière j'enseigne. Et Roro, c'est par rapport à mon nom de famille. Voilà, Roro, D'accord. par rapport à mon nom de famille, que je dirais pas là, mais... Est-ce que tu as ce truc de parfois les personnes qui vont créer du contenu sur les réseaux, il y a besoin un peu d'une identité publique qui soit différente de toi, ton nom, ta propre identité. Est-ce que toi, c'était davantage histoire de se dire, j'ai pas envie qu'on ait mon nom complet sur les réseaux et du coup, je me protège de ça? Ou est-ce que c'est aussi quelque part une sorte de personnage ou d'identité publique que tu t'es créé? Non, c'est pas une identité publique, c'est plus me protéger. Ouais. C'est-à-dire j'ai mon compte perso Instagram où je vais partager toute ma vie, toutes mes vacances, toutes mes soirées avec mes potes. Mais voilà, c'est plus pour me protéger. J'entends un petit peu ce qui peut
se passer sur les réseaux sociaux où des fois, ça peut même devenir dangereux, du Oui. harcèlement, ce type de choses. Donc, je préfère, même si là, j'ai pas beaucoup de followers, mais je préfère vraiment séparer dès le début et prendre de la distance. Mais prof Roro, c'est la même à l'extérieur. Hein, non, non, aucun rôle. Bah, super. Mais ça, c'est important, hein, ce que tu dis. Et je pense que ça va aussi dans l'éducation des élèves, Mm. de leur dire, en fait, oui, il y a une vie que je veux bien vous montrer. C'est chouette de pouvoir partager du contenu pédagogique un peu plus léger autour de l'EPS. Mais là aussi, tu mets la distance par rapport à toi, ce que tu es et ce que tu n'as pas envie de voilà, laisser sur les réseaux. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu as vu justement des comportements de tes élèves par rapport au réseau où tu t'es permis du coup de dire, bah, moi, j'ai cette utilisation des réseaux. Attention, là, vous êtes peut-être en train d'en faire un usage qui n'est pas un bon usage. Il y a du harcèlement, il y a pas mal de problématiques comme ça sur les réseaux. Est-ce que tu as aussi du coup, entre guillemets, une légitimité supplémentaire parce que toi, tu sais bien l'utiliser? Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis. En fait, il m'est arrivé une petite histoire où, et justement, là, je me suis dit, il faut vraiment que je me protège de ça. J'ai une élève qui a retrouvé mon compte perso sur Instagram et je partageais des vidéos, je sais plus, peut-être en famille, avec mon compagnon. Et en fait, donc, elle a trouvé l'Instagram de mon compagnon et elle s'est permise de lui envoyer des messages. Donc, en lui disant, bon, il n'y avait rien de méchant dans les messages, mais enfin, c'est trop, Oui. ça dépasse, c'est mon intimité, c'est ma vie personnelle. Donc, j'ai dû la recadrer, aller la voir en cours en disant, c'était une élève que j'avais, en lui disant, mais en fait, t'as pas à faire ça, quoi. C'est trop, là, c'est ma vie intime, t'arrêtes ça tout de suite, quoi. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je mette cette distance parce que ça peut aller loin. Là, c'est une élève. Si demain, c'est quelqu'un que je connais pas, ça va aller jusqu'où? On va retrouver mon domicile, on va retrouver où je donne des cours. Enfin, tu vois, sait-on jamais. Ouais, donc c'est un vrai outil où toi, tu peux aussi t'en servir comme quelque part exemple pédagogique en disant, voilà, il y a des limites à ça Exactement. aussi. Il y a des limites à tout finalement. Et est-ce que là-dessus, les établissements sont un peu plus, j'ai envie de dire, sensibles à cette question-là maintenant ou pas? Parce que les téléphones, il y a eu la circulaire dont tu parlais tout à l'heure, mais c'est une vraie problématique dans l'adolescence, l'utilisation des réseaux. On le voit avec les challenges TikTok, etc. Ouais, je pense que maintenant, c'est une problématique, pas non seulement enfin, seulement de mon établissement, mais c'est national. Combien d'élèves on entend malheureusement qui s'est donné la mort parce qu'il était victime d'harcèlement sur les réseaux sociaux, une photo qui a été envoyée de cette fille qui a été dénudée. Donc je pense que c'est une vraie problématique et les établissements de plus en plus, je pense, en prennent conscience et les parents aussi. Il faut savoir que WhatsApp, c'est interdit. Je crois que ça a changé hein, l'âge, mais au début, c'était interdit. C'était pas avant l'âge de 13 ans. Et pourtant, il y avait des petits jeunes de 10, 12 ans qui avaient WhatsApp. Là, tout commence, je pense, avec WhatsApp, pour moi. Déjà, WhatsApp, les groupes entre classes, ils s'envoient des choses. Non, mais faut voir. Moi, j'étais professeur principal l'année dernière d'une classe. Je ne peux pas vous raconter réellement ce qui s'est passé, mais c'était des menaces, des menaces de mort, des vidéos qui faisaient tourner après sur les réseaux sociaux, sur le groupe WhatsApp, mais sur les réseaux sociaux en disant que cette fille-là était moche, elle était grosse. Enfin, des choses en fait qui après rentrent dans la tête des élèves et ils y croient. Ça reste dans la tête. Des fois, ça reste même toute une vie. Hein. À l'âge adulte, en Oui, fait, c'est vrai. c'est ancré, ça reste toute une vie. Et je leur dis ça aux élèves. Ce que vous dites là maintenant, ce que vous dites là aujourd'hui, ça va rester toute une vie et que vous marquez la personne. Donc voilà, le WhatsApp, ça c'est vraiment le truc pour moi à retirer en tant qu'adolescent. Et les réseaux sociaux, voilà, je pense qu'il faut une certaine maturité. Il faut bien l'utiliser. C'est pas Ouais, il faut bien l'utiliser. YouTube, par exemple, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. On peut apprendre des choses. Il y a un contenu qui peut être assez, comment dire, Pédagogique. ouais, pédagogique, exactement. Donc, faut juger entre ce que l'élève peut réellement regarder, ce qu'il peut ne pas regarder, la maturité, est-ce qu'il est apte à entendre ça, est-ce qu'il n'est pas apte. Je pense que c'est tout à chacun. Mais c'est vrai que maintenant, le gouvernement a pris aussi ça. Vas-y, il n'y a pas de souci, C'est dur. tu reprends où tu veux. Je cherche mes Il a mots. appris de ça, il a pris en compte cette dimension-là Voilà, le dans sa manière de gouvernement faire. a pris cette dimension-là et je pense que c'est très bien parce que là, faut alerter. C'est plus possible. Bon, on va revenir sur des questions un peu plus légères.
les moments les plus drôles que tu as eus en classe avec tes élèves. Les moments les plus drôles que j'ai eu en classe avec mes élèves, je l'ai raconté il n'y a pas longtemps sur mes réseaux sociaux. Enfin, drôle. Drôle avec du recul. Sur le coup, j'ai eu un peu honte. C'est que j'avais coupé mes cheveux à un moment donné, et puis j'avais pas trop assumé. Et, et donc, j'ai commencé à mettre des perruques parce que je voulais pas venir avec mes cheveux courts. Et donc, j'ai donné un cours de danse. Et en fait, à un moment donné, j'ai tourné et ma perruque n'était pas bien fixée. Et en fait, elle est partie à l'autre bout de la salle. Donc, elle a volé. J'ai dû courir, aller prendre ma perruque. Il y avait cette boule de poil là posée au sol. J'ai dû la prendre, essayer de la remettre dans tous les sens. Et puis là, mais tous les élèves qui rigolaient dans tous les sens. J'essayais de me faire un chemin pour passer entre tous ces regards. C'était vraiment la honte. Et du coup, ils ont dû s'en souvenir autant que toi. Ah, mais je pense que je les ai marqués à vie. Là, je pense que je les ai marqués à vie. Mais bon, avec du recul, c'était drôle. Oui. Mais du coup, dans ton utilisation des réseaux, si tu vois, par exemple, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, une trend que tu trouves sympathique ou drôle, est-ce que tu es dans l'optique de te dire, je vais l'utiliser dans le cadre de ce que je fais et que quelque part, je vais m'en servir, je vais me la réapproprier, je vais faire une petite vidéo dessus? Ou alors tu dis, je me détache un peu de ça, j'ai envie de faire moi mon propre contenu qui me ressemble. Alors pour l'instant, j'étais pas dans ça. Pour l'instant, j'essayais de pas prendre justement les trends, ce type de choses et créer mon propre contenu. Malheureusement, je remarque que pour avoir quand même une certaine visibilité, il faut un petit peu passer par là. Alors toujours en restant, je pense, soi-même, mais essayer de piocher un petit peu à droite, à gauche ce qui peut fonctionner en me le réappropriant, bien sûr. Donc là, j'ai changé d'objectif, d'optique, voilà. Et si tu devais dire quelque part un idéal je sais pas, dans 5 ans, le type de contenu, alors le type de vidéo que tu voudrais faire, où tu te dis, ça c'est moi, et j'aimerais arriver à cet objectif-là avec mes pages, avec mon contenu, c'est quoi? Ah ouais, très intéressant. Ça serait en fait d'avoir mes élèves en classe et de pouvoir, en fait, comme je disais au début, poser mon téléphone et partager mon contenu. Ça pourrait aider et les élèves et les professeurs. Ça, c'est mon idéal. Vraiment partager du contenu et s'arrêter là. Et si on peut lier avec la mode, ça serait cool aussi. Ok. Avec des petites marques, ou des grosses marques, hein, pourquoi pas, mais bon, on va commencer tranquille. Mais des marques sportwear, ça serait trop cool. Si Camino TV nous écoute, on leur fasse un petit message. Mais ouais, ce serait chouette quelque chose autour du sportswear ou de la mode. Je pense que ce serait sympa. Ouais, ça serait cool. Mais voilà, ça, c'est mon objectif, partager. En fait, j'aimerais changer l'image qu'on a du professeur de PS. Voilà, c'est juste ça, c'est mon objectif. C'est de se dire maintenant, quand on pense à un prof de PS, on pense à quelqu'un qui peut bien s'habiller, qui parle bien, qui connaît son contenu, qui a une connaissance qui va au-delà de son domaine à lui. C'est tous ces éléments-là, c'est quoi? Voilà, enfin, alors, en premier, je dirais pas qu'il peut bien s'habiller. ça vient C'est après. un plus. Voilà, ça, c'est un plus. Mais en tout cas, c'est un métier où, en fait, ça demande du travail. De l'investissement. Voilà, de l'investissement, c'est surtout ça. Retirer ce cliché de la planque. De montrer qu'il y a un travail de fond qui est fait, un travail de préparation qui ne se cantonne pas à ce qui se passe en classe avec l'élève. Exactement. Et même faire un documentaire, 1 an avec un professeur de PS, voir à la fois ce qu'on peut faire avec les élèves, mais en dehors. En dehors, la préparation, comme tu dis, en amont, mais les réunions aussi qu'on peut faire, le suivi des élèves, les rendez-vous parents-prof qu'on peut avoir. Enfin, voilà, tout ce type de choses. Les réunions pour aller se battre entre collèges et entre lycées pour avoir des infrastructures, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être la bataille. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas et ouais, ça serait cool. Ça, c'est vrai que c'est intéressant et je pense que ça, quelque part, ça rapprocherait un peu les professeurs des parents. Parce que les parents, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi de la part des parents vis-à-vis des professeurs et de l'éducation nationale. Et que quelque part, de montrer un peu, d'abattre
les cloisons et de montrer en fait le métier, ça peut rapprocher les parties, ça peut mettre davantage dans la collaboration. Et ça me fait penser à quelque chose. Il y avait, moi, j'ai un fils qui est beaucoup plus jeune, qui va avoir 4 ans. Et là-dessus, je m'intéressais un peu à comment ça se passe à l'étranger. Il y a le présentateur des maternelles, Benjamin Muller, qui a arrêté de travailler en France et qui est parti aux États-Unis. Et que du coup, maintenant, lui, son but, c'est de montrer un peu les différences qu'il peut y avoir entre France et États-Unis sur l'éducation. Mais je trouve qu'à la base, en France, on a ce manque sur la connaissance, quelque part, de comment ça se passe déjà dans nos écoles. Ah oui, complètement. Complètement. Et ça serait vraiment intéressant, je te le dis, hein, d'avoir un documentaire. Même là, j'enlève le PS. D'avoir, là, je vais dire caméra, mais d'avoir une caméra dans les classes, comme un peu Baby Boom. Je ne sais pas Oui. si tu vois Oui. cette série. Bah, la même chose, avec des caméras en classe, dans les couloirs, dans la cour de récréation. Il me semble qu'il y a eu un documentaire, là je dis ça, mais en fait, il y a déjà eu ça. Il y a déjà eu ça, ce petit documentaire, mais c'était très court pour voir comment ça se passe. Et je trouvais ça hyper intéressant. Oui, parce que vraiment, je trouve que c'est... Après, on est dans une ère où on est curieux de savoir comment ça se passe à l'intérieur des organisations. Et ça, je pense que ça intéresserait beaucoup les gens. Ça intéresserait beaucoup le public. Ouais. Parce que quelque part, tu te dis... moi, j'ai un fils de 4 ans, presque 4 ans, et en fait, le soir, quand on rentre, on a envie de savoir comment sa journée s'est passée. Mais bien sûr. Et bon, là, il a un âge où c'est difficile de se souvenir de tout et de le restituer, mais que plus tu es grand et plus tu es en mesure de le faire. Et en fait, en tant que parent, tu as envie de savoir comment ça se passe. Bien sûr. Après, je pense que ça a ses avantages et ses inconvénients. Parce qu'il y a la curiosité où on a envie de savoir, c'est bien, mais il peut y avoir aussi une petite curiosité qui peut être mal placée. Tu vois, je pense que faudrait trouver le juste milieu pour, voilà, pour que le professeur ne se sente pas non plus observé, regardé, mais que le parent puisse trouver ça, qu'il puisse trouver, en fait, pas alimenter sa curiosité, pas alimenter, mais nourrir, exactement, nourrir sa curiosité. Oui, effectivement, là-dessus. Et je pense qu'il y a autre chose là-dessus. Vous, les professeurs, vous êtes dans une position dans laquelle vous pouvez être à l'écoute des élèves, comprendre des choses que même parfois les parents ne peuvent pas voir parce qu'il y a l'adolescence, il y a ce fait de se construire quelque part en opposition à ses parents et qu'il y a besoin parfois d'avoir d'autres rôles modèles qui vont permettre d'échanger. Et je pense que les professeurs en sont un, et notamment le professeur de PS, parce qu'il y a des barrières qu'il n'y a pas comparé à d'autres profs. Et là, c'est là qu'on en revient un peu sur la puberté, sur les questions d'image de soi, etc. Et je trouve qu'il y a notamment une discipline dont tu as parlé tout à l'heure, la natation, qui concentre beaucoup ça. Toi, quels sont un peu les exemples que tu as eus par rapport à ça, les difficultés que tu peux percevoir chez tes élèves au cours de ta carrière par rapport à cette discipline-là qui un peu cristallise un peu toutes ces questions? Ouais, c'est vrai. La première chose, c'est justement, les élèves ne vont pas être à l'aise avec leur corps, donc soit parce qu'ils traversent la période de puberté, ou parce qu'ils sont en surpoids, ou voire de l'anorexie, donc très très mince. Donc là, se mettre à nu devant les camarades, se mettre en maillot de bain, ça c'est quelque chose, premièrement, qui est très difficile pour eux, ce que je peux comprendre. La deuxième chose, c'est, je pense, l'aspect technique de la natation. Savoir nager, ça c'est la première chose, mais après il y a l'aspect où on va demander de savoir la coordination entre les mouvements. En termes d'énergie, énergétiquement, c'est très difficile, la natation. Donc, cet aspect-là, je pense, peut être aussi difficile pour eux. Et je pense que ça dépend aussi des élèves, où ils vivent. D'un endroit à l'autre, je pense qu'ils n'ont pas le même rapport à la natation. C'est vrai. Mais là-dessus, je rebondis là-dessus. Moi, la natation, mes parents m'y ont mis, je devais avoir, je pense, 4 ans. Et en fait, on a un rapport en tant que personne noire, afrodescendante, vraiment compliqué, je trouve, à la natation, à la mer. Je trouve que ça se cristallise aussi là-dessus. Et moi, quand j'étais petit, il y avait beaucoup d'enfants noirs dans ma classe qui ils esquivaient le PS, ils esquivaient la natation dès qu'ils le pouvaient. Ouais. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose de peut-être de d'ancré. culturel ou en tout cas d'ancré là-dessus. Est-ce que toi, tu le ressens aussi ou pas? Oui,
complètement. Alors je vais être peut-être un peu dans les clichés, mais je vais parler de mon expérience. C'est vrai que très souvent, quand on va commencer les premiers cours ou le premier cours de natation, très souvent, je vais avoir peut-être 2 enfants noirs. Et en fait, ces enfants-là, soit ils savent pas nager, ou soit ils ont du mal à flotter. Donc, bon, après, il y a des études qui ont été faites, ça se discute, bien sûr, en disant que la densité osseuse chez les personnes noires, voilà, enfin, les os étaient plus lourds, donc c'était plus difficile de flotter. Je pense le côté aussi socioculturel, enfin, l'histoire aussi, fait que peut-être on n'avait pas les infrastructures pour apprendre à nager. Puis de génération en génération, il y a des peurs qui se transmettent exactement. Et voilà, je pense qu'il y a l'aspect historique, l'aspect culturel, l'aspect expérience, le corps qui fait que Mis bout à bout, ça mis devient plus bout à bout, difficile pour ces c'est plus personnes. compliqué. Après, c'est mon ressenti, bien sûr. Mais c'est Et vrai que je généralise. j'ai un ressenti similaire, hein. Je me souviens des collègues afrodescendants noirs qui avaient un peu plus de mal à se mettre à l'eau et, comme je te le disais, parfois certains qui l'esquivaient complètement. Et en fait, je me remets un peu, moi, en vacances au Sénégal, d'où je suis originaire. Il y a une piscine olympique qui, la plupart du temps, est en travaux parce que c'est pas aux normes. Beaucoup de difficultés déjà de maintenir, d'entretenir des piscines pour que les gens puissent apprendre. Et après, il y a autre chose, c'est que moi, de mon point de vue, on n'apprend pas à nager à la mer. On apprend à nager dans une piscine. Et au Sénégal, c'est beaucoup plus la mer. La mer, elle est très agitée. Et les gens la voient vraiment comme quelque part un monde qui est extérieur, sur lequel il ne faut pas aller, ou alors c'est uniquement les pêcheurs. Et là, 99% des pêcheurs ne savent pas nager. Ils ne savent pas nager. Donc c'est le manque de moyens, d'infrastructures. Ouais. C'est ce que je ressens, le manque de moyens, le manque d'infrastructures. Et à côté, il y a des choses paradoxales, où par exemple, il y a une course annuelle entre Dakar et l'île de Gorée. Et en fait, il y a des gens qui nagent. Et en fait, tu es en pleine mer. Et c'est plusieurs kilomètres. Et tu te dis, il y a quand même des Sénégalais qui arrivent à le faire. Donc, bien sûr. Il n'y a pas de raisons qui font que ce ne serait pas possible, mais il y a beaucoup de difficultés avant d'en arriver là. Ouais, Après, bien sûr, il y a plein de noirs qui savent nager. Je suis noire, je sais nager. Là, on généralise, mais je ne sais pas. Je pense que pour moi, c'est vraiment l'aspect culturel ou historique où ça s'est transmis. Il faudrait que les gens s'y penchent peut-être un peu plus, mais l'aspect génétique où ça se transmet de génération en génération, cette peur. Après, si on regarde aux JO ou dans les compétitions de natation, il n'y a pas beaucoup de noirs. Il y en a, bien sûr. Hein. Mais très peu, ouais. Très peu. Et bon, en plus dans ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Mais effectivement, il y a cette dimension culturelle qui est, je trouve, très forte autour de la natation. Après, on la retrouve aussi sur d'autres disciplines. On peut la retrouver sur du basket, par exemple, sur de l'athlétisme, comme tu le disais. Mais ce qui est important, c'est de montrer que c'est possible pour tout le monde. Bien sûr, c'est possible pour tout le monde. On ne va pas s'arrêter à une couleur de peau. C'est juste que des fois, c'est des prédispositions. Voilà. C'est vrai. Mais ce n'est pas impossible, attention. Mais là-dessus, tu sais que c'est très fort. Moi, je parle de mon exemple personnel. J'ai le sport de prédilection dans la famille, ça a toujours été le foot. Parce que mon père a aimé ça. J'en ai fait, mon petit frère en a fait. On a été nourris, biberonnés à ça. Et le jour, en fait, où moi, j'ai voulu commencer à faire un autre sport, j'ai demandé à mon père de faire du tennis. Et mon père, il m'a dit, mais en fait, c'est pas pour les Noirs. Cash, il m'a dit, c'est pas pour les Noirs. Puisqu'à l'époque, il y avait Yannick Noah et c'est tout. Noah, Donc, voilà, l'exposition, ça joue quand même beaucoup. Ah, bien sûr. Le fait de pouvoir avoir des exemples où se dire, OK, c'est possible. Ouais, c'est possible. Il y a des gens qui me ressemblent, qui le font. Et là-dessus, je pense que c'est difficile aujourd'hui parce qu'en fait, à l'adolescence, ou souvent plus jeune quand on commence les sports, il y a beaucoup de mimétisme. Il y a beaucoup cet effet de groupe et de faire tester des sports aux élèves, c'est important. Et en ça, le PS, pour le coup, a vraiment un rôle très important. Ah, bien sûr. Et c'est pour ça que maintenant, depuis quelques années, en 6e, il y a un test qui est obligatoire. C'est le test du savoir nager.
pour que tous les élèves apprennent. C'est pour des raisons de sécurité aussi, tu vois, que tout le monde puisse se sauver si demain il tombe d'un bateau, voilà, qu'ils puissent nager, quoi, se sauver. Donc voilà, depuis maintenant quelques années, il y a le test du savoir nager qui est obligatoire, et ça, je trouve ça super, qu'on soit à Toulouse, à Lille, à Paris, en Guadeloupe, en Guyane, voilà, ce test est obligatoire, et je pense que ça apporte une égalité des chances. Voilà, Oui, pour chacun. ça c'est vrai. Quelque part, l'éducation nationale est aussi là pour ça, pour quelque part mettre un niveau de base qui soit le même pour tout le monde. Et sur la natation, je pense que c'est important parce que ça fait partie de, quelque part, des compétences basiques pour pouvoir vivre tranquillement dans notre pays. Ah oui, c'est une base, clairement. Et en dehors de ça, est-ce que tu vois d'autres difficultés un peu que tes élèves rencontrent par rapport au rapport au corps, par rapport à leur rapport à certaines disciplines, certains sports? Ou la danse, par exemple, parce que Ah ouais, danser, ouais. c'est pas naturel pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Alors la danse, alors j'ai cette chance moi d'être danseuse, donc je pense que j'ai beaucoup plus de facilité pour l'amener avec mes élèves que d'autres collègues sans prétention. Mais c'est vrai que, parce que je le vois avec ma team en EPS, où ils me disent, ah là c'est difficile d'accrocher les élèves, de leur donner envie, parce qu'en fait, eux-mêmes ne sont pas à l'aise. Mais c'est vrai, en fait, se mouvoir devant les gens alors qu'on se dit on ne sait pas danser, se mettre à nu devant les gens, qu'on se dit se mettre à nu, hein, c'est avec son corps, alors qu'on se dit on va se moquer de moi, je suis raide comme un bâton, c'est pas évident. Mais pour moi, comme je dis à mes élèves, tout le monde sait danser. C'est-à-dire, Youssouf, là, t'es comme ça, on te voit pas, et tu fais ça, tu es en train de danser. Tu vois? Là, il osait même plus bouger, Youssouf. Là, tu as baissé ta main. Ouais. Hop, tu vois, tu es en train de Ouais, danser. Pour moi, tout le monde peut danser. On part des gestes du quotidien. Donc, tu vois, c'est aussi comment tu vas amener la chose, comment tu vas leur expliquer. Et c'est vrai que moi, tout à l'heure, on parlait un petit peu des élèves, comment ils me voient. Et je pense que le fait d'être jeune, le fait d'écouter un peu les mêmes styles musicaux qu'eux, ça joue. Parce que je vais commencer par le style de musique qu'ils aiment. Après, peut-être que je vais changer, hein, bien sûr, je ne vais pas rester sur ça pour diversifier, mais je vais rentrer par ça. Et ça aide. Ou je vais rentrer par du hip-hop. Ça va aider aussi. Oui, ça va être des clés, des codes. On en revient aux codes dont on parlait tout à l'heure, de trouver le terrain commun sur ces codes-là pour pouvoir les amener. Ça, c'est assez smart. Et en plus, là, je trouve que la danse, ça s'y prête bien, parce que il y a la musique qui fait que tu te dis, OK, ça, t'aimes ça, on va pouvoir t'embarquer dessus. Youssouf, il ose plus bouger. Je sais plus où mettre mes mains, je sais plus danser. Mais je trouve ça vachement intéressant. Et en plus, c'est quoi, quelque chose que tu aimes personnellement. Tu as eu beaucoup d'expérience là-dessus. Donc pour eux, je pense que c'est un supplément quelque part de légitimité aussi de ta part, de se dire, je vais les accompagner, je vais leur tendre la main et on va trouver un moyen de vous amener là-dedans. Bien sûr, ouais, effectivement. Et pour rebondir par contre sur ce que tu disais, tu vois, j'enseigne la lutte avec eux, en 6e aussi. Et là, filles-garçons, ça c'est quelque chose, c'est difficile. Ouais. C'est pas évident. Surtout à cet âge, quand ils doivent combattre. Parce qu'au début, bon, je vais séparer peut-être filles-garçons, et puis après, je vais essayer de mélanger. Et ça se passe toujours très bien. Hein. Mais filles-garçons, cette appréhension-là, c'est difficile. Après, ça peut être dans d'autres sports aussi. Hein. On va les mettre au basketball. Eux, les garçons, ils ont envie de se mettre d'un côté et les filles de l'autre, parce que les filles, elles sont nulles. Enfin, donc, tu vois, il faut casser aussi ces clichés. Ouais. C'est intéressant. Oui, ça se retrouve. C'est drôle parce qu'il y a des problématiques autant qui évoluent parce que la technologie évolue, etc. Et par contre, il y a des choses qui sont purement humaines que tu retrouves sur toutes les générations. Ça, et c'est pareil, la danse, c'est pour les filles. Voilà. Et puis le foot, c'est pour les garçons. T'as pas cette évolution quand même sur les garçons, sur la danse, non? Ah non, pas du tout. Du tout. Ah ouais. Ah non, pas du tout. Enfin... Non, ça revient encore. On me dit, la danse, on va faire danse, madame, mais c'est pour les filles. Non, ça revient. Même si... Enfin, tu vois, quand on va parler de hip-hop ou de breakdance, là, ils vont plus s'y retrouver parce que il y a des acrobaties, on se rapproche plus de la gymnastique, ça demande un effort un peu plus musculaire, tu vois, on va chercher vraiment la force. Mais sinon, non, si c'est vraiment danser, non, c'est pour les filles. Après, dans quelle mesure, toi, tu as certains, on va dire, rôles modèles qui ont été pour toi un peu les sportifs ou alors les danseurs qui t'ont inspiré quand tu étais plus jeune ou encore maintenant?
Euh, En danse, j'aime bien Sadek. Oui. Sadek en hip-hop. Donc là, je ne sais pas si tu as déjà vu, enfin si tu as entendu parler de son spectacle Oui. Murmuration. J'ai emmené mes élèves, donc j'ai une Nice Danse. Ah, super. Ouais, et j'ai emmené mes élèves voir le spectacle. Donc c'était génial. Et pourtant, tu vois, là, on part vraiment. Donc lui, il est vraiment sur la symétrie, la Mhm. géométrie. Et en fait, même s'il danse avec les jambes, mais c'est beaucoup les membres supérieurs. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire on peut danser seulement avec les bras. Tu vois, tout à l'heure, Oui. j'ai repris les mouvements que tu faisais. Donc voilà, il a poussé ça hyper loin et ça, j'ai adoré. Je trouve ça magnifique son travail. Et puis maintenant, il est à l'international. Donc franchement, ouais, je tire mon chapeau. C'est inspirant. Mais celle vraiment où je me dis j'aime bien la personne, j'aime bien par rapport à son palmarès, pour moi, c'est Clarisse Agbenenou Ah oui. au judo. Ça se voit que cette nana, je la connais pas, hein, mais bon, déjà son palmarès, n'en parlons pas. C'est une battante. C'est une jeune maman qui se bat aussi pour le droit des femmes dans le sport. Donc ça, je trouve ça inspirant. Tu vois, elle a eu sa fille, bon là, je pense qu'elle a peut-être 4 ans, 5 ans, je sais pas quel âge elle a, mais elle a allaité pendant un moment. Et en fait, sa fille ne pouvait pas rentrer sur les dojos parce que les enfants étaient interdits. Et puis elle s'est battue en disant, bah non, moi j'allaite ma fille, je dois reprendre le sport. Pourquoi un homme, lui, pourrait reprendre... Enfin, un homme Ouais, peut continuer. Et puis moi, en fait, je suis obligée de m'arrêter parce que j'ai un enfant, j'ai envie de continuer. Elle s'est battue et elle a eu gain de cause, quoi. Non, j'aime la femme qu'elle est. là, je suis d'accord avec toi. Il y a eu, moi, je me souviens qu'elle avait aussi, elle faisait partie des athlètes qui avaient demandé à ce que les enfants puissent être acceptés au village olympique. Donc, je Hmm. pense qu'il y a des avancées comme ça. Et est-ce que tu sens que sur l'aspect sport féminin, il y a une dimension qui est beaucoup plus sociale, sociétale que pour le sport masculin? Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Et encore énormément. Alors, ça progresse. Mhm. Bien sûr, ça progresse, ne serait-ce que dans la visibilité. Mhm. Avant, un match de foot, c'était seulement les matchs de foot masculins qui étaient diffusés à la télévision. Et maintenant, on voit des matchs féminins. Donc, enfin, là, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais on progresse dans ça, mais il y a encore tellement d'autres choses à faire. Il y a une réelle différence, ne serait-ce que sur les salaires, sur... enfin, Mais oui, j'ai l'impression que le sport féminin porte davantage de combats sociétaux que le sport masculin, même s'il y a parfois les problématiques de racisme, etc. On dit souvent un peu que le foot, notamment professionnel, c'est le sport, enfin c'est la guerre sans les armes. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de combats sociétaux dans le sport féminin. Et on en avait discuté avec Léa Dolzani, qui était une précédente invitée du podcast, où par exemple, les équipements de sportifs professionnels, normalement tu te dis, là, t'es limite t'es à la NASA. Donc, en fait, les sportifs de haut niveau, ils ont l'équipement le plus poussé qu'il faut. Et pourtant, quand tu arrives au sport féminin, il n'y avait pas les équipements qui étaient adaptés aux sportifs de haut niveau. ouais. Là, ça commence à bouger. On commence à se dire, bah, les crampons, par exemple, pour les footballeuses, il y a un club qui a sorti des shorts menstruels. Après, si tu extrapoles un peu côté style, ils sortent des maillots crop top. Maintenant, des maillots de foot crop top. Je crois que c'est Adidas qui fait ça. Donc, tu te dis, si ça arrive dans la société civile, c'est qu'il y a un travail qui quand même est fait au niveau professionnel, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin sur la prise en compte des menstruations dans la performance sportive. Ah, bien sûr. Si d'ailleurs il y a une invitée qui est prête pour Ah, ce sujet, je fais ah. un appel, c'est un sujet que je veux traiter depuis longtemps. Mais tu vois, il y a quand même pas mal de questions comme ça où tu te dis, avec tout l'historique qu'on a, ça fait un moment qu'on aurait dû quand même commencer à travailler sur ces problématiques-là pour qu'elles soient totalement intégrées dans la pratique, dans la culture aujourd'hui. Ah ouais, mais en fait, on y est déjà pas. Enfin, je sais pas si je devrais parler de ça, mais on y est déjà pas dans notre société. On tend vers ça, mais il n'y a pas encore cette égalité. Donc, c'est pas dans le sport qu'il y aura ça, hein. Pas encore. Ouais. Pas encore. Est-ce que toi, puisque le rôle de professeur et le rôle de professeur d'EPS en plus, il concourt beaucoup à former, on va dire, le citoyen de demain. C'est dans votre programme. Est-ce que toi, tu as eu des exemples ou des moments où tu t'es dit, OK, là, j'y ai contribué? Oui, oui, je pense qu'on y contribue tous à un moment. Former le citoyen de demain,
Parce qu'on éduque, déjà, ça c'est important. Éducation physique et sportive, on éduque à travers le sport. C'est pas le club de foot où on cherche la performance. Comme je disais, avec les rôles sociaux, on va aider l'élève à devenir responsable, à apprendre à avoir des responsabilités, à prendre des décisions, à savoir avoir, comment dire, un jugement, critiquer. Enfin, quand je dis critiquer, hein, c'est que ça soit construit, hein, bien sûr. Donc là, j'ai pas d'exemple concret à te donner, mais oui, bien sûr, par tous ces rôles sociaux-là, je participe à créer le citoyen, le bon citoyen de demain. Voilà, ça va être aussi apprendre la coopération, l'entraide, le respect. Voilà. Et pour revenir un peu sur les sportifs de haut niveau, tu en citais une. Est-ce que pour toi, tous les sportifs de haut niveau qui ont de la visibilité doivent être des exemples ou doivent se servir de leur notoriété pour faire passer des messages? Doivent être des exemples, je dirais que non, pas spécialement. Enfin, ça reste des êtres humains comme nous tous. Par contre, c'est vrai qu'ils ont une influence. Donc, leurs paroles peuvent être beaucoup plus entendues que, que toi et moi, par exemple. Ici, pour l'instant, on n'a pas assez peut-être de visibilité, même si j'y crois, hein, on y croit. Mais je dirais pas des exemples. Je trouve le mot, il est fort. Des exemples. Mais ils ont une influence et puis ils peuvent apporter une parole, bien sûr, qui peut être portée. Et si tu devais... Bon, je pense que tu as un peu répondu à cette question-là, mais si tu devais faire venir, allez, on va dire 3 personnalités publiques autour du sport dans ton cours, ou alors sur tes vidéos. Waouh! Ouais, c'est une vraie question. 3 personnalités? Oui. Déjà Clarisse. Oui, ça je m'en doutais. Clarisse Je valide. Agbenenou. Je dirais Simone Biles, si Ah je oui. peux. Ouais, Simone Biles, pareil, j'ai vu un petit documentaire sur elle sur Netflix. Et en fait, on n'a pas cet aspect-là aussi, hein, tu vois, le fait d'avoir un documentaire et d'avoir l'envers du décor. On ne se dit pas à quel point elle travaille, à quel point c'est dur mentalement, à quel point, en fait, le mental joue sur son corps. Donc, je dirais Simone Biles. Et troisième, après, on va dire que je reste dans le judo. J'ai envie de dire Teddy Riner. Tu peux dire qui tu veux. Tu peux même rajouter un 4e si tu veux. Ouais. Non, attends. Laisse-moi réfléchir. Parce que là, j'ai envie de te dire. Là, tu vois, c'est Teddy Riner pour moi qui vient dans ma tête. Ouais, je crois que je dirais Teddy Riner. Mais c'est un très bon podium, un très bon trio, je pense. Oui, parce que c'est des gens qui sont inspirants de par ce qu'ils ont réalisé à la fois dans leur domaine sportif, mais au-delà. Ça a vraiment été pour le coup des gens qui ont une bonne influence sur le public de manière générale, qui portent des messages quand ils le peuvent. Donc ouais, c'est des gens sur lesquels je te rejoins. Ah, tu me rejoins? Ouais. Ok, top 3 alors. Top 3. Parfait. Un joli top 3. Et toi? Ouf. On a le droit de te poser des questions? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y en a un, je suis pas du tout objectif. Je trouve que c'est pas forcément un bon communicant, mais de par ce qu'il dégage, je le mettrais. C'est Zidane. Ah oui. Okay. Zinedine Zidane, parce que je trouve que c'est quand même un exemple d'humilité, de travail, parce que en vrai, je pense qu'il y a des gens qui étaient plus talentueux que lui, qui n'ont pas eu la même carrière, et que tu as l'impression qu'il est touché par la grâce tout le temps, mais qu'il y a du travail. Il y a eu énormément de travail. Il y a eu des erreurs aussi. Et en fait, j'ai trouvé intéressant de pouvoir voir comment en fait, les gens et la société réagissent à quelqu'un qui a fait des erreurs malgré tout. Donc je mettrais Zidane, je mettrais Marie-Josée Pérec. Ah ouais. Marie-Josée Pérec, pour moi, c'est la tante, la grande sœur que tu voudrais avoir parce que, exemple, pareil, sur le... Tu peux la mettre dans mon top 4? Tu peux la mettre dans ton top 4. Sur ce qu'elle représente, tu as l'impression que c'est une dame qui est bienveillante, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup d'humilité. Donc je trouve que c'est un très beau symbole. Et puis sur la dernière personne... En fait, il y en a beaucoup. Ouais, c'est dur, hein? Il y en a beaucoup.
Mais je crois que je te rejoindrai en disant Clarisse Agbenienou, parce que moi aussi, c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a quelques années et que je trouve qu'elle porte des choses qui vont changer les choses. Elle ne se contente plus de ce qu'elle fait sur le tatami, mais vraiment, elle essaie de mener des combats en dehors. Et je pense que en plus, c'est quelqu'un qui pense déjà à son après-carrière aujourd'hui. Oui, tout à fait, Et effectivement. que ça, pour les sportifs de haut niveau, je pense que comme ils gagnent pas tous des millions, comme ils sont pas tous, ils peuvent pas tous vivre de leur activité, d'anticiper ça, de préparer maintenant, je pense que c'est un bon message aussi pour ceux qui veulent le devenir, en disant ça va durer un temps, il faut déjà préparer l'après. Et en ça, je pense que c'est bien. Et elle est encore sportive de haut niveau, Oui. et pourtant elle a déjà préparé, elle a repris ses études, tout. Franchement, bravo. Ouais. Donc sur ça, ouais, Clarisse, je pense que c'est une très belle source d'inspiration. Mais il y en a tellement. Ouais, c'est vrai. Il y en a tellement. Où est-ce que j'en suis ? Il nous reste 20 minutes, ça va, on est tranquille. Oui. Quels sont un peu, toi, tes petits rituels, tes petites habitudes autour de ton métier ? Est-ce que tu as des petites gimmicks ou alors des trucs qui reviennent souvent, soit dans la préparation de tes cours, soit justement dans la façon dont tu conduis des cours, etc., des petits repères pour toi ? Des petits repères. C'est une bonne question. Les plots. Oui. Les couleurs. Moi, je suis vachement sur les couleurs. En fait, j'ai besoin... Enfin, comme je sais que j'ai besoin de repères visuels, j'ai toujours besoin d'avoir mes petits feutres et je sais que, tu vois, les titres ou mon objectif de séance, je vais le mettre d'une telle couleur. Les critères de réussite quantitatifs, par exemple, dire... tu as réussi à faire 7 passes sur 10, je vais mettre d'une autre couleur, vert, voilà. J'ai mes petites habitudes comme ça où je sais que pour moi c'est important, j'ai toujours mes petits feutres. Ok, ouais, des repères visuels. Ouais. Et les plots aussi, pour moi c'est important, c'est-à-dire que si je veux faire une ligne, il y en a qui vont faire peut-être avec plusieurs couleurs différentes, moi il faut que ce soit de la même couleur. Ok. Et est-ce que tu trouves qu'il y en a d'autres chez, par exemple, les profs de PS que vous partagez un peu ? Des habitudes, des rituels ou des trucs que tu dis, ça, il n'y a que les profs de PS qui le font. Ranger. Oui. Moi, je sais pas. Ça dépend peut-être, mais en tout cas, au sein de mon établissement, nous, notre local, tu vois, il est clean. Il est clean. Et on va dans la salle des professeurs, tu as des papiers partout, etc. Là, on se dit, ah ouais, là, c'est bien rangé, c'est les profs de PS, c'est la team rangement. C'est la team, ok. Ça, c'est intéressant à savoir. Ouais. Parce que du coup, la question sous-jacente à ça, c'est... Excuse-moi, je te coupe, mais parce qu'en fait, si on ne range pas bien, par exemple, les ballons, les volants, etc., il y en a partout, c'est pas possible. Pour nous, c'est obligatoire que tout soit à sa place dans des bacs, tu vois. Voilà. Ok. Parce que la question sous-jacente, c'était, est-ce que pour toi, il y a une identité du prof de PS à la française ? Oh, est-ce qu'il y a une identité ? Là, comme ça, je vois pas. Une identité à la française, je vois pas. Peut-être la bienveillance. Oui. Parce que ça, c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis. Je sais pas forcément comment ça se passe à l'étranger, mais pour le coup, moi, j'ai regardé des reportages sur Netflix, par exemple. Mais après, on extrapole sur des disciplines un peu plus structurées, professionnelles. Mais bref, les étudiants athlètes américains, il y a ce super documentaire qui s'appelle Last Chance You sur Netflix. Ouais. Il y a un volet sur le basket, il y en a un autre sur le football américain. Quand tu vois les coachs, tu te dis, mais en fait, on est à l'armée. Ah ouais, ça ne blague pas. Et c'est vrai qu'en ça, les professeurs de PS, je trouve, et les coachs à la française sont différents. C'est moins dans on va chercher l'ego, on va titiller l'ego pour essayer d'obtenir une performance ou pour obtenir de la discipline. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là. Et surtout, en fait, on n'est plus sur de la perf en EPS. C'est pareil, je pense, aux États-Unis, eux, ils ont la culture du sport. Eux, ils veulent former les futurs sportifs de demain. Nous, on n'est pas sur ça. Voilà, tu vois, c'est vraiment, comme tu dis, on disait tout à l'heure, former citoyen de demain, être responsable, être autonome, on est sur ça. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension-là que... Est-ce que tu penses qu'on a tendance un peu à l'oublier ? Ou à la mettre de côté, la dimension éducative du professeur de PS et du cours de PS ? Est-ce qu'on a tendance à l'oublier ? Oui. Oh non, je pense pas. Non, ouais, elle est présente pour toi, à la fois pour les élèves et pour les parents ? Ah, peut-être pas pour les parents. C'est pour ça, tu vois, on en revient au cliché.
ou c'est juste le ballon de foot et ça s'arrête là. Mmh. Et c'est pour ça que Prof Oro est là pour essayer d'ouvrir un petit peu l'image du professeur de PS. Ça s'arrête, je pense, aux parents. Ok. Quel est un peu le rapport avec les parents? Il est bon dans ton établissement, toi, dans ton expérience? Tu as eu des soucis avec les parents ou... Non, franchement, j'ai eu cette chance où non, j'ai pas eu de soucis avec les parents. J'ai un super bon relationnel. Après, peut-être qu'on peut me faire part de certaines choses, hein, bien sûr, mais je vais toujours être dans l'échange et je touche du bois. Hein, j'ai pas eu de soucis. J'ai été professeur, là, j'arrête cette année, mais j'ai été professeur principal pendant presque 10 ans. Donc, amener, en plus, c'est des classes à pédagogie adaptée, tu vois, c'est vraiment particulier. Tu crées un relationnel avec les élèves pardon, qui est un peu différent. Et donc, les parents demandent beaucoup aussi pour leurs enfants. Mais écoute, non, ça s'est toujours très bien passé. J'ai eu cette chance. Et même sur les réseaux sociaux, tu vois, je me suis posé la question en me disant est-ce que les parents allaient bien accueillir ce projet que j'avais. Écoute, pour l'instant, je touche du bois aussi. J'ai pas de mauvais retours, que des bons retours. Moi, quand je vois tes vidéos, j'imagine toujours le parent qui dit à son fils, mais t'es encore sur ton téléphone. Et là, l'élève qui lui dit, non, mais en fait, je révise. Ou je suis en train de préparer mon cours de PS, tu vois. Je vois bien la disquette comme ça. Ouais, ça peut être un peu facile. Mais non, comme je t'ai dit, je leur dirai jamais d'aller apprendre sur mes réseaux sociaux. Donc, les parents, si vous entendez ça, ça ne fonctionne pas. Ok. On arrive à la fin de l'interview. Petit rituel, il y a 2 questions. Une première question, qui est la même pour tous les invités. Y a-t-il une œuvre culturelle, ça peut être un film, une série, une musique, un livre, une exposition, un restaurant, tout ce que tu veux, qui illustre bien, toi, ton vécu, ou alors illustre bien ton expérience. Sauf que tu n'as pas le droit de dire ton compte TikTok ni ton compte Instagram. Est-ce que j'avais pensé à quelque chose, mais là, qui illustre bien... Je peux dire 2 choses. Oui. Moi, qui illustre mon parcours, on va dire, et puis après, je parlerai d'autres choses, parce que c'est un film qui m'a marqué, étant plus jeune, qui m'a donné envie d'aller faire du hip-hop, faire de la compétition. Est-ce que tu sais de quoi je parle ou tu vois pas? Je crois que je vois. Street Dancer. Oui. Ouais. Street Dancer, voilà, ça, c'était un des films pour moi qui m'a motivée au niveau de la danse, en tout cas hip-hop. J'avais envie de reproduire. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis après, là, j'ai vu... j'aime bien aussi les documentaires Netflix. J'ai vu tout à l'heure, tu en parlais aussi. Il y a Sprint. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mais en fait, j'ai adoré. Ça m'a carrément même bouleversée. En fait, voir à quel point... J'en reviens à Simone Biles, hein, mais voir à quel point ça peut être difficile, à quel point il y a un travail énorme, à quel point les coachs peuvent être aussi difficiles aussi avec eux, la pression qu'ils ont chaque jour en portant en fait tout sur leurs épaules, hein, la pression de la nation en fait, c'est vraiment ça, c'est réussir pour eux, mais bien sûr pour la nation. Ça m'a fait redescendre de 4 étages, vraiment en disant que le sport c'est bien plus que du sport. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez, si un jour vous savez pas quoi faire et que vous avez Netflix, je vous conseille vraiment cette série Sprint avec Noah. Noah Lyles, il y a tous les, en fait toute la. Gabi, Thomas. Ouais, le gratin des sprinteurs du 100 mètres et du 200 mètres Richardson. mondiaux. Ouais, vraiment, c'est. Voilà. Okay. De très bons exemples. Pareil, je valide totalement. Et là, dernière question surprise. Je vais te demander de me donner un chiffre entre 1 et 10. 3. 3. Bon, ça, je pense que c'est facile, tu as un peu répondu, mais tu peux peut-être répondre autre chose si tu veux. Quelle personnalité sportive te touche le plus? Ah oui, effectivement, j'ai répondu. À quelle personnalité sportive tu t'identifies le plus et pourquoi? Alors, identifier... C'est dur. À qui je peux m'identifier? Plus difficile que Clarisse. Hein. Ah ouais, plus difficile là. C'est plus difficile.
je vais parler d'une danseuse, mais elle est pas spécialement Ouais, tu peux. peut-être connue. Hein. Je vais parler de Tamara. C'est une danseuse en fait qui fait du heels. C'est beaucoup sur. En fait, c'est de la danse sur talon, sur Ok. sur la confiance en soi. Et pour moi, c'est une nana, tu vois, qui dégage, qui est solaire, qui est très souriante. Et moi, je suis comme ça aussi. Tu vois, je suis solaire, je suis très souriante. Mais derrière tout ça, ça cache en fait, peut-être, je dirais, un manque de confiance. Tu vois. Ok. Et en fait, je la trouve hyper inspirante parce que peut-être que, je sais pas, hein, je la connais pas réellement, mais en fait, j'ai pris des cours avec elle et c'est sur ces 2-3 cours-là, elle m'a permis en fait de croire en moi. Tu vois, comme avec mes élèves, c'est pareil. Elle m'a permis de croire en moi, de prendre confiance en moi, d'être là, de marcher, de bomber le torse, de me dire, bah, en fait, je déchire, je suis belle, je peux réussir un peu tout ce que j'entreprends dans la vie, juste avec une danse. Tu vois, c'est même pas des mots, c'est juste avec le corps. Voilà. Donc, si je devais, pardon, parler de quelqu'un qui peut m'inspirer ou je peux me reconnaître, je dirais Tamara. Bah, c'est un très beau mot de la fin. Très beaux exemples que tu nous as donnés. Et je pense que ça en inspirera d'autres. Merci. Vous pourrez retrouver Cassandre sur son compte Instagram et sur son compte TikTok. Je vous mettrai toutes les informations dans la description de cet épisode. Merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout.